Henri m'appartient. La reine Catherine de Médicis haïssait Diane de Poitiers pour lui avoir volé son mari, le roi Henri. Pourtant, Diane affichait leur liaison au nez et à la barbe de la reine. Mais lorsque Catherine se vengea, ce fut d'une brutalité stupéfiante. Née dans une famille aristocratique en janvier 1500, Diane grandit sans manquer de rien et entretenait des liens étroits avec le trône de France. Son père, Jean de Poitiers, était l'un des nobles les plus rusés de son époque, et Diane avait hérité de son intelligence et de son ambition, deux qualités très dangereuses pour une femme à cette époque. À seulement 15 ans, sa famille aisée la plaça sur le marché du mariage, espérant la marier à un parti avantageux. Leur plan fonctionna trop bien, et Diane attira l'attention de Louis de Brézé, petit-fils de l'ancien roi Charles VII. Ils se marièrent en 1515, les de Poitiers se réjouissant de l'énorme poisson qu'ils avaient attrapé pour leur fille. Alors que la jeune Diane, à peine adolescente, était naïve et obéissante aux souhaits de ses parents, son mariage fut un véritable cauchemar. Après tout, son nouvel époux était presque 40 ans plus âgé qu'elle, et pour l'espérance de vie de l'époque, il avait pratiquement un pied dans la tombe. Pour une jeune fille belle et pleine de vie comme Diane, cela devait ressembler à une peine de prison. Peut-être est-ce pour cela qu'elle commença à se rebeller de manière spectaculaire. À ce stade, Diane était déjà connue en ville pour son énergie débordante, et son mariage avec Louis décupla cette activité fébrile. En 1523, alors qu'elle aurait pu commencer à s'installer dans son rôle d'épouse, sa vie fut bouleversée. Son mari Louis, toujours fidèle royaliste, découvrit un complot contre le roi en place, François Ier, et dénonça les hommes impliqués. Seulement, il ignorait un détail crucial. Le père de Diane, Jean, était au cœur de ce complot. Le roi condamna immédiatement le père de Diane à l'exécution pour son rôle dans la conspiration. Et toute la famille de Poitiers dut redoubler d'efforts pour sauver leur patriarche. Toujours persuasive, Diane et ses proches finirent par convaincre le roi François d'annuler l'exécution. Mais le mal était fait. Jean fut emprisonné pendant des années, et sa santé ne fut plus jamais la même. Diane ne devait pas être très satisfaite de son mari maladroit, mais ne vous inquiétez pas, elle prit une revanche éclatante. Bien que le fils du roi François, Henri, n'ait eu que 7 ans, alors que Diane était une femme épanouie dans la vingtaine, elle fit apparemment une forte impression sur le jeune garçon. Lorsque le prince partit en Espagne en 1526 en tant qu'otage diplomatique, c'est Diane, en tant que dame d'honneur de sa grand-mère, qui lui offrit un baiser d'adieu cérémonial. Ce fut un petit geste, mais il eut d'énormes répercussions. Les historiens pensent aujourd'hui qu'à partir de ce moment, le jeune Henri commença à développer une passion dévorante pour Diane de Poitiers. Henri passa 4 longues années en Espagne en tant qu'otage, mais il passa aussi chacune de ces années à rêver de Diane, l'idéalisant dans son esprit comme la parfaite gentlewoman. En 1531, le prince Henri fit son retour tant attendu, et lui et Diane firent immédiatement jaser. Lors du couronnement de sa nouvelle belle-mère, la reine Éléonore d'Autriche, toute la famille d'Henri porta les couleurs de la nouvelle reine en signe de respect. Tous, sauf Henri. À la place, le garçon de 12 ans porta les couleurs de Diane, dans une déclaration publique de son étrange obsession. Quelques mois après le retour du prince prépubère en France, alors qu'il commençait à essayer de séduire Diane, désormais trentenaire, son vieux mari finit par rendre l'âme. Enfin, Diane se libéra des chaînes patriarcales. Elle ne perdit pas de temps pour se réinventer en femme célibataire. Tout en construisant son image, Diane élaborait également un complot astucieux. Même un fou pouvait voir à quel point le prince Henri était encore épris d'elle, et Diane n'était pas une idiote. Elle utilisa habilement cet amour juvénile à son avantage, gardant ses distances avec son lit,
mais se rapprochant toujours plus pour consolider son pouvoir sur lui. Jusqu'à ce qu'un obstacle vienne perturber son plan. Tout prince a besoin d'une épouse, et en 1533, la famille d'Henri maria le jeune homme de 14 ans à Catherine de Médicis, une noble italienne issue du clan notoirement riche des Médicis. Au début, Diane pensa peut-être qu'elle était en grand danger, Catherine étant du même âge qu'Henri et pleinement soutenue par ses parents royaux. C'est alors que Diane mit véritablement son plan à exécution. À bien des égards, Catherine de Médicis joua en faveur de Diane de Poitiers. D'une part, Catherine n'était pas particulièrement belle, tandis que Diane était reconnue pour sa beauté. D'autre part, alors que Diane était issue d'une lignée aristocratique, les origines marchandes de la nouvelle épouse étaient méprisées. En somme, Diane comprit que Catherine était un atout qu'elle pouvait contrôler. Quelques mois après le mariage d'Henri avec Catherine de Médicis, Diane commit un acte qui resta dans les annales. À 35 ans, beaucoup d'historiens pensent que Diane coucha avec Henri, alors âgé de 15 ans, lui offrant enfin ce qu'il désirait depuis si longtemps. Après des années de manigance et de stratégie à long terme, Diane de Poitiers devint officiellement la maîtresse royale. Catherine de Médicis était folle de jalousie, mais Diane savait quoi faire. Elle se positionna, sinon comme une amie de Catherine, du moins comme une conseillère expérimentée pour l'aider à naviguer dans les méandres de la nouvelle cour. Le devoir de Catherine, en tant qu'épouse d'Henri, était de lui donner un héritier, mais un énorme problème se posa. Les mois se transformèrent en années, puis en une décennie, et Catherine et Henri restaient toujours sans enfants. Cela était également une mauvaise nouvelle pour Diane, qui craignait de devoir se rapprocher d'une nouvelle reine en cas de divorce royal. Diane commença à recommander toutes sortes de traitements de fertilité à une Catherine de plus en plus désespérée, y compris boire de l'urine de mule. Pendant ces années, Henri restait si attaché à Diane qu'elle dut commencer à insister pour qu'il rende visite plus souvent à Catherine dans leur lit conjugal, dans l'espoir qu'il puisse enfin engendrer un héritier légitime. En 1543, Catherine fut enfin enceinte, et en janvier 1544, elle donna naissance à un garçon tant attendu, François. Incroyablement, 9 autres enfants suivirent rapidement, Catherine étant presque constamment enceinte pendant plus d'une décennie. Mais si Catherine pensait que cela signifiait qu'elle s'était débarrassée de Diane de Poitiers, elle se trompait. Avec les problèmes de fertilité de Catherine résolus, Henri prouva son amour pour Diane par un grand geste. En 1544, l'année de la naissance de son premier fils, un ennemi de Diane à la cour l'accusa d'être impliqué dans un complot contre le roi François Ier. En conséquence, François bannit Diane de Paris, et Henri fut absolument furieux. Lui et ses partisans quittèrent la cour royale pour se rendre au château de Diane, et Henri refusa même de parler à son père pendant 1 an après cet événement. En 1547, Diane obtint ce qu'elle avait toujours voulu. Cette année-là, le père d'Henri mourut, faisant de son amant le roi de France. Dès qu'il prit les rênes, Henri ramena Diane à la cour et dans son cercle, et bannit plusieurs des ennemis qu'il avait exilés auparavant. Diane de Poitiers était au sommet du monde, ce qui signifiait qu'il n'y avait nulle part où aller, sinon vers le bas. Le règne de Diane, en tant que reine de l'ombre de France, commença de manière glorieuse. Elle lança même une pique légendaire à la nouvelle reine Catherine de Médicis. Lorsque le pape envoya à Catherine le traditionnel bouquet de roses dorées, une sculpture florale cérémonielle, le chef de l'Église catholique s'assura également d'inclure un collier de perles, uniquement pour Diane. Alors que Diane s'installait comme maîtresse en chef du roi de France, elle s'adapta au rôle comme un poisson dans l'eau. Après tout, elle avait toujours été d'une intelligence redoutable, et l'avait prouvé en amassant une fortune considérable au fil des années. Il était donc naturel qu'Henri se repose sur Diane pour des conseils, allant jusqu'à lui faire écrire des lettres pour lui et les signant sous un nom conjoint.
Alors qu'Henri donnait à Diane un pouvoir politique considérable, il tenait fermement Catherine de Médicis à l'écart de ses affaires. Puis, fou de désir et d'amour, Henri offrit à sa maîtresse, et non à sa femme, les joyaux de la couronne de France, ce qui rendit Catherine furieuse. Ensuite, il offrit à sa favorite le magnifique château de Chenonceau, un palais que Diane et Catherine convoitaient toutes deux. Après une feinte de modestie, Diane s'y installa immédiatement et commença à organiser des fêtes somptueuses, narguant Catherine. Pour Catherine, c'en était trop. Les gants étaient jetés, et cela scella le destin de Diane. En public, Catherine de Médicis se retenait, mais sa vie privée révélait une sombre vérité. La reine de France bouillonnait d'amertume envers Diane. On considérait toujours Diane comme une beauté, mais en vieillissant, elle conservait curieusement l'éclat de la jeunesse. Évidemment, Diane avait de bons gènes, mais cela ne signifiait pas qu'elle n'avait pas un peu d'aide extérieure. En effet, la rumeur raconte que Diane buvait de l'or liquide dans l'espoir de préserver sa beauté éternelle. Mais alors qu'elle approchait de ses 60 ans, tout son monde changea. En 1559, Diane vivait toujours comme maîtresse royale et assistait à un tournoi de joutes pour regarder son amant, le roi Henri, tenter de surpasser tous les hommes de sa cour. Naturellement, le roi portait de manière insultante les couleurs noires et blancs de Diane pendant qu'il joutait. Mais ce jour-là, le karma finit par les rattraper. Alors que Diane observait son chevalier en armure étincelante, elle fut frappée par le choc de sa vie. Lorsque le roi affronta le novice-comte de Montgomery, le jeune audacieux faillit le désarçonner. Agacé, le roi exigea qu'ils s'affrontent à nouveau pour prouver sa domination. Il aurait dû s'en tenir là. Lors de la course suivante, la lance de Montgomery se brisa directement dans le visage du roi. Et lorsque la poussière retomba, l'horreur régna. Dans les instants qui suivirent, Diane vit le visage d'Henri ruisseler de sang, des éclats de bois enfoncés dans son œil. La scène était si atroce que Diane pourtant endurcie, ainsi que Catherine de Médicis et son fils, le prince François, s'évanouirent tous en réalisant ce qu'ils voyaient. Les assistants se précipitèrent immédiatement vers le roi déchu et l'emmenèrent chez un médecin. Les nouvelles étaient déchirantes. 5 éclats de la lance s'étaient enfoncés dans sa tête et l'un d'eux avait percé son œil jusqu'à son cerveau. Les jours suivants furent une agonie pour tous les impliqués. Alors que la vie du roi Henri était en jeu, Diane de Poitiers était introuvable. Catherine de Médicis avait pris le contrôle total de la situation. Et Diane restait à l'écart du lit de malade d'Henri, craignant que Catherine ne la renvoie de manière humiliante. Malgré son incapacité à voir son amant, Diane gardait probablement espoir, car Henri avait survécu au choc initial de la lance, et il semblait pouvoir s'en sortir. Pendant un temps, il semblait en effet que le roi ferait une récupération miraculeuse. Certains jours, il pouvait parler, écoutait souvent de la musique, et dictait même des lettres depuis son lit. Les prières de Diane semblaient exaucées, jusqu'à ce que tout prenne une tournure cruelle. En juillet, des mois après l'incident de la joute, la santé et l'état mental d'Henri déclinèrent, et il perdit progressivement tout, sa vue, sa raison, puis sa vie, le 10 juillet. Le compagnon constant de Diane s'éteignit à l'âge de 40 ans, et sa rivale, Catherine de Médicis, devint la puissante reine-mère du jeune fils légitime d'Henri, le prince François. L'influence de Diane à la cour dépendait entièrement de la dévotion d'Henri, et après sa mort, elle connut un réveil brutal. La reine Catherine de Médicis était en mode vengeance totale, et mit Diane directement dans son viseur. Elle força non seulement l'ancienne maîtresse à rendre les précieux joyaux de la couronne, mais elle reprit également le magnifique château de Chenonceau. Après avoir observé Diane se faire un nom à la cour,
Catherine avait elle-même appris une ou deux choses sur la gestion de l'image. Dans ce qui était presque certainement une pique à Diane, ainsi qu'une excellente propagande, Catherine adopta immédiatement l'image d'une lance brisée comme emblème après la mort de son mari. La lance qu'Henri avait décorée des couleurs de Diane lors de l'accident. La fin de la vie de Diane de Poitiers fut encore plus tragique que sa chute en disgrâce. Après avoir perdu la faveur de la cour, cette femme astucieuse sut que la partie était terminée et se retira dans l'ombre à son château d'Annay, observant de loin Catherine de Médicis se mêler des affaires de France. Il est possible que la grande maîtresse aurait pu tenter un retour, mais elle ne vécut pas assez longtemps pour le faire. Peu après la mort prématurée du roi Henri II, Diane connut un sort horrible qui faisait écho à celui de son amant perdu. Toujours athlétique, elle refusait obstinément d'arrêter de monter à cheval avec toute la vigueur d'une femme de 40 ans sa cadette. Et tout comme Henri, cette arrogance obstinée coûta à Diane le prix ultime. En 1565, à 64 ans, Diane était en train de monter lorsqu'elle tomba de son cheval, subissant d'énormes blessures. Elle ne s'en remit jamais complètement. La maîtresse infâme tenta de continuer, mais mourut 1 an plus tard, alors que Catherine de Médicis était au sommet de son pouvoir en France. Mais ce ne fut pas la dernière indignité de Diane. Diane de Poitiers était une figure historique inoubliable, et cela ne lui rendit pas service. Des siècles après sa mort, ses ennemis portèrent un dernier coup. Pendant la Révolution française, des citoyens ouvrirent sur son tombeau, profanèrent en ses restes et les jetèrent dans une fosse commune avec d'autres aristocrates de l'ancien régime français. Cette profanation révéla également une découverte stupéfiante. Avec Diane, libérée de son tombeau majestueux à partir de la fin du XVIIIe siècle, les historiens modernes purent s'en profiter d'un accès plus libre à ses restes, et en 2009, leurs découvertes choquèrent le monde. Des experts français examinèrent de son corps et découvrirent des traces d'or dans ses cheveux. Cette découverte change fondamentalement l'histoire de Diane. Bien que les historiens pensaient auparavant que ses blessures à cheval avaient conduit à sa mort, l'or suggère autre chose. Non seulement les histoires selon lesquelles Diane buvait de l'or sont probablement vraies, mais ce régime de beauté dangereux pourrait également avoir conduit à son déclin brutal. Diane de Poitiers était certainement digne de l'obsession que Henri lui vouait, et elle le savait. Parmi toutes les maîtresses royales de l'histoire, Diane était peut-être la plus vaniteuse. Elle fit même sculpter son image en une statue de déesse romaine et plaça la statue au centre de l'un de ses châteaux. Une autre des passions de Diane était de poser nue pour des portraits. L'une des représentations possibles les plus célèbres d'elle est le tableau de François Clouet, Une dame dans son bain. Bien que les experts ne soient pas certains si la femme est Diane ou Marie Stuart, beaucoup d'historiens parient sur Diane, en partie parce que les portraits tenus étaient tout à fait son style. La reine Catherine de Médicis et Diane de Poitiers entretenaient l'une des rivalités les plus amères de l'histoire royale, mais c'est Catherine qui porta le coup le plus haineux. Nous savons maintenant que tout le temps où le roi Henri II savait qu'il mourrait, il appelait Diane pour qu'elle le réconforte sur son lit de mort. La réponse de Catherine fut sournoise. La maison gagne toujours, et la maison de Médicis gagne certainement toujours. Froide et amère, Catherine refusa catégoriquement de laisser son mari malade voir Diane dans ses derniers instants, et les amants ne purent à jamais se dire adieu. Peut-être encore plus cruellement, Catherine interdit également à Diane d'assister aux funérailles d'Henri, laissant sa compagne la plus dévouée éplorée par son décès.